Bonsoir et bienvenue à tous dans Auditions publiques sur les chaînes parlementaires tous les lundis à 19h30. Après-demain, des restrictions sanitaires vont être levées. Est-ce bientôt la fin de l'épidémie de Covid? Aucun candidat ne se risque au moindre pronostic. Et en attendant, eh bien, c'est la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron qui suscite des impatiences et la droite extrême ou l'extrême droite qui se déchire à coups de transfert. Bonsoir Guillaume Pelletier. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Vous êtes précisément la première grosse prise d'Éric Zemmour dans cette campagne. Vous êtes passé de LR à Reconquête, désormais porte-parole du candidat ex-polémiste. Yves Tréhard reviendra avec vous sur l'union des droites que vous prétendez incarner et réaliser. Marion Maréchal va-t-elle vous rejoindre? Vous nous le direz. Comment mieux contrôler l'immigration? C'est évidemment, on le sait tous, central dans votre programme. Deux parlementaires, Laure Darcos et Madame Jeunetet, viendront en débattre avec vous, à ne pas manquer tout à l'heure. Dans un instant, toutes les questions sur le programme du candidat. Mais d'abord, cette interrogation qui est en train de monter sur un possible débat d'avant premier tour, avant le 10 avril. Emmanuel Macron, d'après son entourage pour l'instant, exclut une confrontation large avec une quinzaine de candidats. Dans ces conditions, on apprend que, selon France Info et BFM, Marine Le Pen refuserait à son tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position? Est-ce que vous comprenez leur logique? Pas trop. Moi, je suis engagé en politique depuis une vingtaine d'années par passion du débat, justement. L'envie de confronter des points de vue. Alors, c'est leur droit, on ne va pas se rouler par terre, mais ce que j'apprécie particulièrement chez Éric Zemmour, justement, c'est cette volonté permanente, respectueuse mais déterminée, de débattre. Il a débattu, on le sait, avec Jean-Luc Mélenchon, il a proposé un débat avec Jean-Michel Blanquer sur la question de l'école, et je crois que dans une démocratie moderne, apaisée, dynamique, le débat, c'est le cœur nucléaire de la noble politique. Oui, avant le premier tour, vous rêvez d'un débat Macron-Zemmour? Je pense que quoi qu'il arrive et quoi qu'Emmanuel Macron décide, ce débat va s'imposer aux Français ou s'imposer à Emmanuel Macron lui-même, puisque les deux grands projets de civilisation, très radicalement opposés d'ailleurs, celui d'Emmanuel Macron, la mondialisation heureuse, le mépris des classes moyennes et de la France rurale d'un côté, et ce que porte Éric Zemmour, la fin de l'immigration, vous l'avez évoqué tout à l'heure, toutes nos propositions sur la France rurale, la survie de la France. C'est le grand duel qui s'annonce sur le plan politique et électoral. Et le fait, pour finir, qu'Emmanuel Macron, à ce stade, refuse, comme ses prédécesseurs dans la même situation, est-ce que vous trouvez qu'il y a une logique ou qu'est-ce que ça raconte du candidat président? Pas encore candidat, mais il nous avait président. dit que ce serait vraiment le nouveau monde. Alors, rien que sur la question des débats, il appartient plutôt à l'ancien. Alors, que ses prédécesseurs ne l'aient pas fait, peut-être que c'était une autre époque. Moi, je crois qu'avec le développement des réseaux sociaux, des chaînes info, des émissions comme celle-ci, qui permettent justement aux Français d'éclairer leur conscience, d'affiner leur jugement critique, ça me semble vraiment regrettable. Bon, c'est son droit, c'est comme ça. Nous, de toute façon, avec Éric Zemmour, on continue notre tour de France. On a des milliers de personnes dans les meetings, donc c'est pas dramatique, mais je pense qu'il serait bien avisé, après 5 ans de son bilan, qui est le sien, qu'il pourra défendre, et qui suscite beaucoup de colère et de désespérance chez les Français, de l'assumer et de dire aux Français là où il veut nous emmener. Mais nous, on le fera en tout cas avec Éric Zemmour. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez pour gouverner à sa place? On va y venir avec Brigitte Boucher, vous les connaissez. Brigitte Boucher, évidemment de LCP, Assemblée nationale, et Tam Tranoui de Public Sénat. C'est à vous, mesdames. Vous avez parlé de France rurale. Éric Zemmour propose une bourse de 10 000 € pour toute naissance dans une zone rurale. D'abord des questions très concrètes. Quelles zones sont concernées? Pour quel coût? Quels enfants sont concernés? Alors, c'est une mesure qui concerne les familles françaises de la France rurale, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire, selon l'INSEE, tous ceux qui vivent dans des communes de moins de 2000 habitants, plus quelques communes à taille supplémentaire éloignées des centres urbains. C'est vraiment la détermination INSEE que l'Institut a réalisée. Pourquoi? Ce n'est pas une mesure comme ça, sortie du chapeau un beau matin. Le raisonnement est le suivant. Depuis une quarantaine d'années, on le sait, l'État a choisi de mener une politique de la ville, qu'on appelait les 14 plans banlieue, qui ont coûté en gros 80 milliards d'euros aux contribuables français, premièrement. Deuxièmement, on sait aujourd'hui, c'est évalué, que le coût de l'immigration approche les 20 milliards d'euros. Ce que nous disons avec Éric Zemmour, c'est qu'il y a urgence pour sauver nos villages, nos villes moyennes, nos commerces de proximité, la question de la démographie médicale, nos services publics. On le sait, l'avenir, ce sont les enfants. Et donc de permettre, dans cette France rurale oubliée, abandonnée et méprisée, qui a des surcoûts de transport,
on le sait, hein, le coût de la voiture dans nos territoires ruraux, moi j'y vis, est beaucoup plus important que dans les grandes villes. Il y a aussi des coûts dans les villes. Est-ce que ce n'est pas une injustice vis-à-vis de ceux qui habitent dans les villes et par exemple qui ont des loyers très élevés ? Alors, il y aura deux choses. D'abord, il y a le rétablissement de l'universalité des allocations familiales. Ça concernera tous les Français. Mais ce que nous disons, c'est que sur la question de la natalité, beaucoup a été fait, et ça continue, pour la France des quartiers populaires et des banlieues. Nous souhaitons mettre le paquet sur la France rurale, cette France oubliée, qui doit, vous savez aujourd'hui, qui fait 2 fois moins d'enfants que dans les banlieues. Ça concernerait tous les enfants ou le premier enfant ? Chaque enfant. C'est énorme, donc 10 000 € par enfant. Alors, c'est d'abord beaucoup moins, par exemple, que ce que nous coûte un mineur isolé aujourd'hui, 50 000 € par an. Hein. Donc, il faut bien mesurer les choses. Il y a 200 000 naissances dans le monde rural chaque année. Cette mesure est évaluée à peu près à 2 milliards d'euros. C'est donc 10 fois moins que le coût de l'immigration. C'est 20 fois moins que le coût des fraudes sociales en France, comme le disait le député Pascal Brindot, député de mon département de Loir-et-Cher. Donc c'est une mesure finançable, très concrète, qui permettra à chaque famille de se voir pris en charge les frais de garde, les frais de transport, l'aménagement de son appartement ou de sa maison avec l'arrivée d'un nouvel enfant. Et c'est à travers la natalité, une politique de natalité, puisque c'est la démographie qui fait l'histoire, que nous pourrons offrir un avenir et une perspective à la France rurale. C'est une mesure, je peux vous dire, on l'a présentée chez moi dans le Loir-et-Cher vendredi. Ça a suscité d'énormes réactions positives parce que les Français ruraux, nous sommes 20 millions à peu près. 10 000 € par enfant, c'est énorme. Personne. Mais c'est pas, vous savez, sur 3 ans, c'est pas énorme. D'abord, il faudra justifier de 2 années de résidence dans la France rurale. On ne pourra pas s'installer comme ça au dernier moment. Une prime pour un enfant, c'est un peu moins de 1 000 €. Donc c'est quand même 10 fois la prime qu'on verse à un enfant à partir du 2e ou 3e enfant. Oui, parce que ça permet sur les 3 années, compte tenu du coût très lourd, le nombre de familles qu'on rencontre, qui nous disent je n'ai pas d'enfant, ou je n'ai qu'un enfant, ou je n'ai que 2 enfants, et j'aimerais en avoir un premier, un second, un troisième. Mais le coût de la vie, surtout dans nos territoires ruraux, il ne faut pas vivre dans la France rurale pour ne pas comprendre ce phénomène. Rien que le coût de transport, pour trouver une nounou, pour trouver une crèche, une garderie, tout ça, ça coûte très cher. Et donc c'est une incitation. Vous savez, pendant des décennies, l'État a avantagé les banlieues, c'était son droit. On a par exemple, j'entendais Jean-Michel Blanquer, rappelez-vous, qui a dépossédé les territoires ruraux en termes de classes et d'écoles pour ouvrir et dédoubler les classes CP dans les banlieues. C'était son droit. En un mot, les gouvernants précédents ont fait une politique de la ville. Avec Éric Zemmour, nous allons faire une politique de la campagne. De la campagne, mais ce sera versé par la CAF. C'est une mesure nataliste, parce que quand on habite à la campagne, qu'on n'a pas d'enfants, on n'a rien alors. On n'a pas cette prime, on n'a pas cet avantage. Il y a plein de choses qu'on prévoit. Là, je suis uniquement sur la question natalité. On n'est pas les seuls. Hein. La Russie, la Hongrie avaient engagé ce type de politique. Ça nous semble juste de rééquilibrer les choses. On arrête de déverser des milliards dans les banlieues et pour l'immigration et on met une partie de cet argent pour la France rurale et les familles. On va parler du pouvoir d'achat. C'est une des préoccupations principales des Français. C'est un sondage Elab qui le dit. Est-ce que vous en parlez très peu du pouvoir d'achat? Est-ce que vous n'êtes pas en train de passer à côté finalement de cette campagne? Alors, on parle beaucoup, on y reviendra sans doute, d'identité, d'immigration et de survie de la France. Vous vous trompez à dire qu'on ne parle pas de pouvoir d'achat. D'ailleurs, le grand discours de Lille, vous verrez samedi prochain, sera consacré aux questions économiques et à la question du pouvoir d'achat. Question qu'Éric Zemmour apporte depuis plusieurs mois, et puis j'essaye aussi d'apporter ma contribution. Il le disait lui-même, que ce n'était pas sa préoccupation principale. Vous m'aviez invité d'ailleurs à cette occasion, vous savez, j'ai écrit un livre, Milieu de cordée, il y a 2 ans, qui avait suscité la polémique, y compris dans mon camp, alors je vois que tout le monde y vient maintenant, où je proposais la hausse des salaires pour tous les travailleurs pour recréer un écart entre les revenus du travail et les revenus d'assistance. Alors, vous proposiez une hausse du SMIC de 20%. Je suis pas non, il n'a pas besoin de moi. On échange, on discute, c'est lui le candidat. Alors, c'est quoi votre mesure pouvoir d'achat pour la campagne? Je vous donne les 3 principales pour que chacun comprenne. Autour d'un principe, aujourd'hui, pour faire de la valeur travail la valeur cardinale de la société française, il faut qu'on recrée un écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Première mesure, on divise par 2 la CSG, ce qui fait qu'on offre à chaque travailleur français, on offre entre guillemets, c'est bien mérité, un 13e mois pour tous ceux qui gagnent moins de 2 000 €, c'est-à-dire moins du 50% des Français. Alors là, il y a un petit débat parce qu'il y a une égalité devant l'impôt, donc le Conseil constitutionnel pourrait éventuellement retoquer cette mesure. Mais vous savez que depuis le prélèvement, on l'a très bien travaillé avec nos juristes, puisque grâce au prélèvement à la source, cette inquiétude sera levée. Deuxième proposition très importante qui a déjà fait ses preuves, c'est le rétablissement de la défiscalisation complète des heures supplémentaires établie par Nicolas Sarkozy et supprimée par François Hollande et rétablie qu'à moitié par Emmanuel Macron. Enfin,
Sur l'intéressement et la participation, cette vieille idée du général de Gaulle, qui est, vous le savez, réservée aux entreprises de plus de 50 salariés, nous étendons le dispositif à toutes les entreprises de plus de 10 salariés pour permettre à toutes ces entreprises artisanales de faire bénéficier leurs salariés des bénéfices et de la rentabilité de leur entreprise. C'est donc un choc très conséquent de pouvoir d'achat parce que nous considérons que le travail ne paye plus et que c'est un sujet majeur, le salaire. Et nous y agitons une mesure très importante qui est passée un peu inaperçue à Cannes, mais que nous allons développer tout au long du mois de février. Nous allons créer par ailleurs la première brigade nationale de lutte contre les fraudes. C'est pas une idée farfelue là non plus. On s'appuie sur l'exemple d'un de mes amis, Éric Ciotti, qui avait créé ça en 2011 dans le département des Alpes-Maritimes, au niveau départemental. Cette brigade d'une trentaine d'agents a permis de récupérer chaque année 15 millions d'euros. Vous imaginez, pour 100 départements. En plus de ce que font déjà les services de la sécurité sociale, qui sont déjà... Qui sont débordés, qui font leur travail, hein, on ne les critique pas. Dédiés à la fraude sociale. Exactement, en fait... Ciotti avait une très bonne idée. 2011, brigade. Chaque année, le dernier chiffre, c'est 2019. Ce sont des fonctionnaires 15, oui, du département. 15 millions d'euros récupérés. Des élus. Vous avez fait un chiffrage global là-dessus ? Et donc, il y a un chiffrage global ? Alors, le chiffrage, on peut l'évaluer assez aisément. C'est-à-dire, si on multiplie par 100 les 15 millions d'euros, on arrive à 1,5 milliard, ce qui est tout sauf négligeable. C'est le coût de notre mesure pour les familles. Plus largement, si je prends les deux chiffres officiels, celui du rapport parlementaire Pascal Brindot sur les fraudes sociales, 15 à 40 milliards, ou celui du magistrat Charles Prats, 50 milliards, on voit bien qu'il y a quelques dizaines de milliards d'euros que nous devons récupérer par l'autorité, par la fermeté. L'assistance, oui. La solidarité, la fraternité, oui, on peut tous connaître un accident de la vie, bien entendu, mais quand on connaît, moi j'ai été maire, je suis député de Loir-et-Cher, le nombre de fraudes, par exemple, certains de nos concitoyens qui déposent plusieurs dossiers de RSA dans des départements limitrophes pour cumuler les aides, ça n'est plus possible. Ou des cartes vitales qui n'existent pas. Exactement. Alors, il y a un certain nombre de promesses, on aimerait bien savoir comment elles sont financées, parce que quand on regarde la baisse de la CSG, ça coûte quelques 20 milliards, il me semble, non ? Un peu moins, Un peu moins. 20 milliards de baisse sur les impôts de production. 20 milliards en plus aussi pour le budget de la défense. En plus, les suppressions de la redevance audiovisuelle. Les 2 milliards auxquels vous faisiez référence pour les enfants des campagnes rurales. Comment vous financez ? Où vous trouvez cet argent ? Alors, le plan est très détaillé. Je vous le résume de manière le plus efficace possible, j'espère. Je vous l'ai dit. Comme nous supprimons les aides sociales non contributives pour les étrangers, puis toute une politique d'immigration, 20 milliards d'euros d'économies. La question des fraudes sociales, nous pensons que nous pouvons monter à au moins 20 à 30 milliards d'économies. En combien de temps ? Parce que ça 20 fait... à 30 milliards, quasiment la totalité de la fraude. En combien de temps ? 50. Nous pensons que dès la création de cette brigade nationale... Vous a dit, hein, c'est astronomique. Bien sûr. Mais attendez, j'y viens. Vos dépenses. Non, attendez, j'y viens. L'immigration, l'assistanat, et notre vision de la politique est très différente, c'est vrai, de celle de ceux qui nous gouvernent depuis longtemps. Nous croyons à la relance par la consommation, c'est-à-dire puisque nous allons redonner du pouvoir d'achat aux Français, puisque nous allons offrir des hausses de salaire, puisque nous allons libérer les énergies sur la question de la participation, de l'intéressement ou des heures supplémentaires, cet argent que les Français, légitimement, vont récupérer, surtout pour les salaires, vous savez, de la France modeste ou de la France des classes moyennes, sera immédiatement réinjecté dans l'économie. Et à travers les recettes fiscales, entre autres la TVA, l'État va s'y retrouver. C'est une vision très... Vous voyez, l'État a décidé depuis 30 ou 40 ans, en gros, de dire... C'est pas très différent. Pour trouver... Ah, bah si. Parce que depuis 30 ou 40 ans, en fait, l'État a court d'idées. À chaque fois financer les dépenses par la croissance. Sur la question de la dépense et des déficits... La réponse de l'État, c'était on invente un impôt nouveau, une taxe nouvelle. Voilà, nous, c'est l'inverse. On supprime des impôts, des charges et des taxes. Et puis on consomme on libère les Français. Et on permet aux Français, par la consommation, de relancer la croissance. Justement, on parle de croissance. La France a de très bons chiffres de croissance, plus 7% en 2021. Le chômage est au plus bas niveau depuis une dizaine d'années. Est-ce que ce n'est pas la preuve que les réformes du gouvernement ont porté leurs fruits, que tout ça, ça fonctionne ? Je ne crois pas du tout. Alors... D'abord, on est, vous le savez très bien, en cette fin d'année, sur un rattrapage des années terribles que nous avons tous vécues avec les Français au moment de la crise sanitaire, premièrement. Moi, je parle vraiment... Mais on est dans un vrai rebond. En tant que député de la Nation, je ne peux pas me contenter de 6 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, 10 millions de pauvres,
Je ne parle même pas des travailleurs pauvres, ces gens, ces Français qui travaillent et qui n'arrivent même pas à boucler leur fin de mois. Alors, si Emmanuel Macron est content de son bilan, c'est son problème. Moi, je non, veux dire, il dit ça va mieux. Il dit ça va mieux. Ça va légèrement mieux par rapport à 2 années catastrophiques. Quoi qu'il en soit, après 5 années... Le chômage, c'est le plus bas depuis 10 ans, c'est pas quelques années. Non, mais sur les catégories A, mais vous savez très bien que quand on additionne, et là aussi, c'est pas le seul responsable, ça fait 40 ans qu'on pipote là-dessus en permanence en disant les catégories A. Vous croyez pas aux statistiques de l'INSEE sur le chômage et sur l'UNEDIC? Ah bon, elles sont faussées? Elles sont faussées parce que... Je n'accuse personne en particulier, j'accuse les gouvernements successifs qui ont inventé des catégories A, B, C, D, E. Je suis député d'une circonscription de 115 000 habitants. Dans ma circonscription, j'ai aujourd'hui 1500 postes à pourvoir. J'ai 4 à 5 000 chômeurs. Et le grand problème... Et beaucoup de chômeurs cachés. Des gens qui n'arrivent pas ou qui n'ont plus la force d'aller à Pôle emploi, des gens qui trichent et qui fraudent, des gens qui sont désespérés et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et en face, je vais vous donner un exemple très connu, le zooparc de Beauval, avec les pandas, dans ma circonscription. Rodolphe Delors et toute l'équipe proposent plusieurs dizaines de CDI. Et donc ? Et nous ne trouvons pas preneur malgré ces 5000 chômeurs. Pourquoi ? Parce que tous ceux que nous rencontrons nous disent « Monsieur Pelletier, tant qu'il n'y aura pas d'écart entre ce que nous gagnons en restant chez nous et ce que nous gagnons en allant travailler, on ne s'en sortira pas. » Et donc avec Éric Zemmour, nous voulons recréer cet écart et créer un choc de salaire et de pouvoir d'achat. Alors vous proposez aussi la privatisation de l'audiovisuel public, en particulier France Inter, France Télévisions. Pour quelles raisons ? Vous êtes contre le pluralisme ou... Ah non, c'est plutôt l'inverse. C'est vrai ? On ne peut pas dire... Alors d'abord, c'est là encore un gain de pouvoir d'achat symbolique pour les Français, 130 à 138 euros de redevances en moins à payer chaque année. C'est toujours ça, parce qu'on additionne toujours des euros et c'est toujours bien de pouvoir diminuer. Plus largement, on voit bien qu'un grand nombre de chaînes qui ont émergé et qui garantissent largement le pluralisme dans leurs émissions ont fait plus leur preuve que ce service public qui justement a oublié la noblesse du service public. C'est-à-dire que la capacité équitable, respectueuse à entendre toutes les sensibilités des Français. Vous savez, il suffit de tendre l'oreille. C'est quelle sensibilité attendez, l'audiovisuel public ? Vous entendez quoi, vous ? Ah, ça se joue. Dire tout ce qui est à la droite de Jean-Luc Mélenchon est d'extrême droite. Si les chaînes si je schématise à peu près. Si vous grossissez un peu. Beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus. En tout cas, le ressenti que j'ai, le ressenti que beaucoup de Français ont. Vous savez, vous interrogez les Français en général et les électeurs de droite en particulier, vous regarderez leurs préférences. On ne peut pas dire qu'ils soient particulièrement satisfaits du traitement qu'ils subissent, par exemple, sur France Inter. Il y a le CSA, il y a l'ARCOM. C'est quoi votre modèle de chaîne ? Ce sont des chaînes gauchistes pour finir de les caractériser ? Oui, c'est un peu ce que j'ai dit, tout à fait. Donc France Inter, France Télévisions. Globalement, le traitement de l'information, je ne parle pas des invités politiques, la question elle n'est pas là. Je parle du traitement des informations. Par exemple, ce que M6 a courageusement fait. Et je veux en cet instant penser à Ophélie Meunier, qui est très courageuse et qui est maintenant sous protection policière. De dire ce que nous voyons. Il y a un grand remplacement en France. Il y a un danger d'une propagation de l'islam. C'est le privé qui a permis ça pour vous ? Ah, je pense qu'il y a eu plus de liberté. C'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que beaucoup de Français ressentent, de la part de chaînes privées que de chaînes du service public que payent les Français et qui devraient, au nom de cette contribution égalitaire, puisque chaque Français, quelles que soient ses opinions, finance le service public, devrait honorer le respect de la diversité. Nous ne le ressentons pas ainsi, et donc il nous semble en tout cas plus efficace pour le pluralisme, pour la diversité des opinions, de basculer dans la privatisation. Est-ce que les chaînes publiques, elles n'ont pas fait beaucoup aussi pendant la pandémie ? On a vu tout ce qu'elles ont fait en termes de pédagogie pour les enfants, etc. Enfin, ça a été vraiment nécessaire. On n'aurait pas pu attendre ça d'une chaîne privée. Moi, pour avoir suivi plutôt, que ce soit les chaînes d'information, par exemple, privées, j'ai trouvé que le travail sur la crise sanitaire, d'explication et de pédagogie, était assez bien fait. Je parle du travail pour les enfants, pour remplacer les écoles, etc. Il y a eu énormément qui a été fait. Écoutez... En tout cas, c'est une conviction très profonde qu'on assume totalement sans démagogie. Que vous allez privatiser. France Inter est par exemple une radio que je respecte, qui nous invite, mais qui a un traitement de l'information. Que vous traitez de gauchiste. Brigitte Boucher. Brigitte Boucher. Alors, pas que, toutes les chaînes privées. Gabriel Attal a parlé d'une campagne de mort-vivant. C'était dimanche dans Le Parisien, compte tenu des idées plutôt négatives d'une grosse partie des candidats. Est-ce que vous êtes reconnu, vous, par exemple ? Enfin, Éric Zemmour. Je pense qu'ils parlaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de syndrome de Stockholm chez Gabriel Attal. C'est-à-dire que pendant 5 ans, et depuis 5 ans, oui, Emmanuel Macron, de la crise des Gilets jaunes à une gestion, on y reviendra peut-être, assez chaotique, surtout en cette fin de crise sanitaire, a plutôt
considérer les Français de manière négative. Regardez-nous ce qu'on fait depuis le début de cette émission. La prime naissance pour préparer l'avenir à l'horizon 2030-2040 pour notre patrie dans la France rurale. Les propositions de choc sur les salaires pour tous les travailleurs et les entrepreneurs avec la baisse des charges et des impôts. Parce qu'on vous a pas parlé d'immigration, mais sinon c'est quand même beaucoup votre discours. Qui est une question pour moi très positive. C'est-à-dire, si on veut sortir de ce face-à-face terrible, d'un pays qui est en train de se fragmenter, de se diviser, de se communautariser entre les Français, y compris entre eux, et des communautés étrangères. Vous avez même Gérard Collomb utilisait cette expression, hein, nous sommes aujourd'hui côte à côte, je crains que demain nous finissions face à face. C'est un projet d'avenir pour recréer une seule communauté nationale dans laquelle les Français, quelle que soit leur religion, leur origine sociale, pourront à nouveau vivre ensemble heureux. Ça, c'est un projet de civilisation positif. Les jours heureux, c'est vous. Je suis persuadé qu'Éric Zemmour, par le courage qui est le sien, en osant briser les tabous... C'est Fabien Roussel, hein, en l'occurrence. Je pense que les jours heureux de notre patrie, pour les Français, si nous avons le courage d'affronter les défis de notre temps, de briser les tabous du politiquement correct, oui, c'est avec Zemmour que nous retrouverons ce chemin de grandeur et de prospérité. Une dernière question sur l'un de vos collègues dans cette campagne, Olivier Oubeda, qui est la cheville ouvrière dans la campagne d'Éric Zemmour, est visé par une plainte pour viol. Alors il y a la présomption d'innocence, mais en attendant, il reste dans l'équipe pour vous ? Mais bien sûr, vous imaginez, il y a une plainte, que la justice poursuive son travail. Moi, je suis très attaché, quelle que soit d'ailleurs la personnalité ou les personnes considérées, à la présomption d'innocence et au secret de l'instruction, qui constituent deux principes sacrés de notre droit qui nous différencient fort heureusement du modèle américain. Ça veut dire qu'une accusation vaudrait condamnation ? Vous imaginez le système dans lequel tous nous finirions par entrer ? C'est très, très dangereux. C'est quoi la limite ? C'est la mise en examen ? C'est je crois que justement que la classe politique a commis une erreur depuis quelques décennies. Et moi, je souhaiterais qu'on y revienne. C'est-à-dire que si on croit en la justice, si on respecte la justice, la mise en cause, c'est la condamnation. Vous savez, la mise en examen, on le sait, dans un très grand nombre de cas, aboutit à un non-lieu. Je pense en cet instant, par exemple, quelqu'un qui n'est pas de ma famille politique, Gérald Darmanin, qui a été mis en cause pendant, je crois, 2 ans et demi, pour un viol, qu'il n'a pas commis, puisqu'il y a 15 jours, il a été définitivement innocenté par la justice. Ce qui n'a pas empêché d'innombrables commentateurs ou d'opposants politiques pendant des années de lui demander de s'en aller, de démissionner. Je pense aussi à Éric Woerth, un de mes anciens collègues qui pendant 4 années dans les années 2010 avait été mis en cause pour ensuite bénéficier d'un non-lieu. Donc soyons très prudents. Laissons la justice faire son travail et tant qu'il n'y a pas de condamnation, chacun est considéré comme innocent. Olivier Oubeda a fait un tweet dans lequel il dénonce un coup monté. C'est le temps des boules puantes, ça vient d'où ? Ça vient de qui pour vous, un coup monté ? Ce qui est vrai par habitude, et je le regrette, je ne sais pas s'il existe un cabinet noir autour d'Emmanuel Macron, mais depuis très longtemps, bien avant Emmanuel Macron, on est habitué dans les campagnes présidentielles à voir les différents mouvements d'opposition. On l'a vu avec François Fillon en 2017, on l'avait vu avec d'autres dans les années passées. Moi, j'appelle chacun à la retenue. On ne peut pas, comme ça, s'il y a une enquête, il y a une enquête, mais on ne peut pas la dévoiler au grand public pour jeter aux chiens la réputation d'un homme. Vous visez l'entourage d'Emmanuel Macron. C'est pour vous nuire, votre avis, et ça pourrait venir... En tout cas, il y a une question qui mérite d'être posée. Vous me la posez, moi j'y réponds. Vous avez vu que spontanément, je n'ai pas parlé de ça. Moi, j'ai d'abord parlé de la présomption d'innocence et de ma conception de la justice. Vous me posez une question, je n'ai pas d'éléments, mais c'est vrai que entre les procès à répétition d'Éric Zemmour, la mise en cause de notre directeur de campagne, le général de la Chênaie, qu'on a quasiment accusé d'être un putschiste. Je ne vous parle même pas de moi, ou maintenant d'Olivier. Ça va. Laissons les Français, qui dans une démocratie, là aussi, moderne, sont les seuls juges d'une élection. Donc vous n'accusez pas Emmanuel Macron. Vous n'accusez pas Emmanuel Macron. Je dis, il y a une addition... si vous avez un soupçon, ça viendrait d'où ? Vous ne pouvez pas à la fois dire c'est une manipulation, c'est une boule puante, et ne pas incriminer... je vais vous donner un exemple. J'étais en petit, j'étais sur le mur des cons. Comme tant d'autres élus et citoyens, de la part du syndicat La Magistrature. Est-ce que c'était le rôle d'un syndicat de magistrats que de jeter en pâture, affiché sur un mur, des personnalités et des citoyens qu'ils voulaient, disent-ils, combattre politiquement? Je ne le crois pas. Il est là le danger. Donc, oui à la justice quand elle est juste et impartiale, non à la justice quand elle est politique. Donc ce sont les magistrats que vous visez dans cette enquête? À chacun de faire son examen de conscience. Je n'accuse personne, je dis juste aux Français, ayez l'audace de prendre du recul sur cette justice
qui se doit d'être juste et impartial et en aucun cas politique. Merci beaucoup Brigitte. Etam, dans un instant c'est Yves Tréhard qui va venir vous poser, vous le savez, des questions cribles sur la politique, mais on fait un détour par le Figaro Live pour rejoindre Vincent Roux. Bonsoir, cher Vincent. Vous faites l'écho des questions qui occupent particulièrement les lecteurs du Figaro. Et le dossier ukrainien, par exemple, fait partie des préoccupations, précisément. Oui, bonsoir Guillaume Pelletier. Bonsoir Vincent. La crise ukrainienne, les menaces de guerre à l'est de l'Europe donc, sont très commentées par les lecteurs du Figaro. Est-ce que vous approuvez la médiation d'Emmanuel Macron qui vise à une désescalade dans ce dossier ? Oui, pour le coup, je pense qu'alors, même s'il y aurait beaucoup à dire sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron, pour bien comprendre quelle est notre position avec Éric Zemmour, nous nous inscrivons pleinement dans la vision gaullienne, gaulliste de la France, qui ne doit être en rien une puissance soumise ni aux Américains ni aux Russes, mais cette fameuse puissance d'équilibre et de contrepoids, porte-parole des nations libres. Ce qui est certain, c'est que nous aurions préféré qu'Emmanuel Macron, dès son élection, par exemple, tende la main à la Russie et à Vladimir Poutine. Les Américains sont certes nos alliés, mais de rappeler que la Russie, c'est aussi un peuple ami, et on aurait été bien avisé, par exemple, de suspendre les sanctions ou l'embargo économique avec la Russie. Alors, c'est maintenant un peu tard parce que les Russes, vous l'avez bien compris, ont beaucoup de mal à reconnaître la France et l'Europe comme des interlocuteurs crédibles sur la question, entre autres, de l'Ukraine et de la Crimée. Mais tout ce qui permettra d'éviter la guerre, de permettre ce qu'on appelle la voie diplomatique, nous l'encourageons parce que c'est ça, la France. Moi, j'avais été très marqué, je pense, comme chacun d'entre vous, comme beaucoup de Français. On était fiers d'être Français ce fameux jour de 2003 sur la guerre en Irak, lorsque Jacques Chirac et Dominique de Villepin étaient montés à la tribune des Nations Unies pour dire non et pour démontrer que la France, ça n'était pas les États-Unis. Merci beaucoup Vincent, on vous retrouve tout à l'heure pour une autre question. Yves Tréhard, éditorialiste, directeur adjoint du Figaro, c'est à vous. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Guillaume Pelletier. Alors, depuis quelques jours maintenant, les ralliements se multiplient, enfin pas tout à fait quand même, mais il y en a pas mal. Alors vous en êtes un des exemples venant de la droite, et plusieurs viennent maintenant du Rassemblement national. Et, aussi bizarre que ça puisse paraître, Éric Zemmour, dans les sondages, ne bouge pas dans les intentions de vote. Comment vous expliquez ça ? Alors, parce que ce sont des deuxièmes couteaux. On vous a même, vous, dit que vous étiez un deuxième couteau. Vous savez, les personnalités, aussi sympathiques soient-elles, ou symboliques, j'essaye de me mettre dedans. C'est pas ça qui fait bouger définitivement une élection. Il faut toujours être modeste. Qu'est-ce qui est très intéressant, par contre ? Au lendemain d'une crise sanitaire, qui, on le sait, pour le mois de décembre et janvier, a cadenassé le débat public. On n'a parlé que de ça et pas des sujets essentiels. Éric Zemmour, qui était juste avant Noël plutôt en ressac, est remonté. Les sondages de ce soir nous mettent entre 13 et 14% au pied du second tour, à 1, 2 ou 3 points près de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen. Donc tout ça se joue dans un mouchoir à 70 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Deuxième indicateur, puisque vous me parlez d'indicateur, le sondage Opinionway de ce soir qui demande aux Français qui réalise la campagne la plus dynamique, et celui qui sort en tête, à la surprise générale, et nettement, c'est Éric Zemmour devant Emmanuel Macron et loin devant Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Pourquoi c'est intéressant ? C'est qu'au-delà de ces ralliements symboliques, parce qu'il vaut mieux dans la vie être allié que quitté, quand même, ça démontre une envie chez les Républicains, comme au Rassemblement national, de rejoindre quelqu'un qui pose un acte fondateur inédit sous la Ve République, qu'on appelle l'union des droites. C'est-à-dire, Éric Zemmour, contrairement au LR ou au RN, dit à égalité, quel qu'ait été votre vote antérieur, vous avez voté Le Pen, Pasqua, Chirac, Sarkozy, Villiers, vous avez cru et échoué, bien sûr, à réussir en la droite ces 40 dernières années. Moi, je vais réussir là où les droites ont échoué. Est-ce que Marion Maréchal, si elle vous rejoint, ça sera un effet, je dirais, comparable à celui de Bayrou avec Macron il y a 5 ans ? Je ne suis pas Madame Irma. Elle va venir vous rejoindre ? Mais je ne sais pas. Vous savez, j'ai trop... Est-ce qu'il y en a d'autres des Républicains qui vont venir aussi ? Je suis en contact très régulier avec de très nombreux parlementaires. Avec J'envoie des députés. Non, mais c'est pas à moi. Vous savez, j'ai trop de respect pour la liberté et la souveraineté de chacun. Il y aura d'autres personnes qui vont venir. Des Républicains. Oui, bien sûr. C'est à eux de choisir le moment. C'est pas à moi de leur imposer quoi que ce soit. Qu'on discute tous les jours avec des députés, des sénateurs LR. Oui.
que je connaisse bien Marion Maréchal, qui, vous le savez en plus, a été l'une des premières. J'avais fait ça avec la droite forte et elle aussi a posé cette idée d'union des droites. Bien sûr qu'on a des liens. C'est à Marion de choisir le moment et de faire son choix. Je ne sais pas quel sera son choix. Nous, ce qui compte, et je comprends très bien votre question, j'essaie d'y répondre, mais on est vraiment dans cette logique. On n'est pas dans une stratégie de ralliement avec Éric Zemmour. On est dans une stratégie, je dirais, d'un seul ralliement, celui qu'il est en train d'effectuer avec le peuple français. Cette capacité pour cet homme qui n'est pas un politicien, parti de rien, ne l'oublions pas, d'être aujourd'hui dans les 4 premiers, d'être au pied du second tour de l'élection présidentielle. Notre conviction profonde, c'est qu'il sera qualifié face à Emmanuel Macron, parce que la dynamique est de son côté, et que contrairement aux 2 autres que vous avez cités, lui, il a 2 électorats qui ont vocation à le rejoindre. C'est déjà le cas d'ailleurs aujourd'hui. La moitié de son électorat vient du RN, la moitié de son électorat vient des Républicains. Imaginons que M. Zemmour ne soit pas qualifié au 2e tour. Ça peut arriver. Est-ce que vous appelez à voter pour Marine Le Pen ou pour Mme Pécresse? Mais Yves Tréa, vous avez trop d'expérience, moi aussi. Ce serait particulièrement cocasse que nous nous placions dans une configuration aujourd'hui qui nous éliminerait. Si c'était le cas et que vous m'invitez le 10 avril au soir ou le 11 avril, je vous répondrai. La seule règle que je peux vous donner qui est certaine, bien sûr qu'avec Éric Zemmour, nous n'apporterons en rien notre voix à Emmanuel Macron. Vous avez bien compris notre positionnement. Pour le reste, notre volonté profonde, c'est pas de participer à un rendez-vous électoral comme un autre. C'est de dire aux Français, il s'agit de la survie de la France. Il s'agit de sauver notre civilisation. Par conséquent, le seul qui porte cette conviction profonde et le seul qui souhaite rassembler tous les électeurs, qu'ils soient LR ou RN, c'est Éric Zemmour. Et donc nous serons au second tour. Vous poserez la question à Valérie et à Marine. 2 questions. Vous les appelez par leur prénom. Je connais Valérie Pécresse très bien, j'ai travaillé avec elle pendant 13 ans. 2 questions qui me paraissent tout à fait importantes. On entend beaucoup que les ralliements, c'est aussi parce que ces personnalités sont en quête d'argent et de postes aussi, éventuellement dans le cadre d'élections législatives. Est-ce que... dit Jordan Bardella. Jordan Bardella dit ça. Est-ce que vous proposez de l'argent? Franchement, je le dis à Jordan Bardella, et si j'ai l'occasion de le voir ou de le croiser, je lui dirai. On ne peut pas dire des choses comme ça. C'est pas le Far West, hein? Non, franchement, ça va. Le débat politique, c'est un débat de conviction. Qu'est-ce qui vous finance? Attendez, c'est un débat d'idées. Moi, je suis vice-président... C'est pas des pratiques? Attendez, je suis vice-président de Reconquête. Je m'occupe, avec Éric Zemmour et une équipe extraordinaire, et de la campagne présidentielle et des élections législatives. Jamais il n'a été question d'argent, jamais il ne sera question d'argent. Qu'est-ce qui vous finance, Guillaume Pelletier? Comment? Qu'est-ce qui vous finance? Comment vous vous financez? Alors, je vais vous dire ce qui me marque. J'ai jamais vu ça. Vous savez que j'ai fait plusieurs campagnes présidentielles. J'étais le porte-parole de Nicolas Sarkozy. Je vais vous donner quelques exemples pour que chacun comprenne. Un nombre impressionnant, je dis bien impressionnant, de milliers et de milliers de petits donateurs. De gens. Chaumont-sur-Tharonne, vendredi dernier, dans ma circonscription, 1000 habitants, 1000 personnes dans la salle. À Cannes, il y a une semaine, 5 ou 6 000 personnes. Le meeting de Lille, de samedi prochain, on a ouvert les inscriptions, on avait réservé de manière peut-être un peu ambitieuse une salle de 8000 places. C'est déjà presque rempli. Il y a un courant profond que vous ne voyez pas, que même moi je ne voyais pas, je le reconnais, et que les sondages ne voient pas. Il y a un courant profond, une lame de fond qui est en train de naître avec des millions de Français qui n'en peuvent plus de la classe politique habituelle, qui se reconnaissent dans ce Français juif berbère venu d'Algérie qui ne connaissait rien à la politique électorale, qui porte un discours... Non, moi je le connais depuis longtemps aussi. Il baigne dans la politique depuis qu'il est tout petit. Il le commentait. Vous savez bien la différence entre mener une campagne, être dans l'arène des campagnes électorales, faire des meetings, c'est très différent. Il y a une authenticité, une sincérité, un courage chez Éric Zemmour qui suscite l'admiration. Et oui, un exemple, nous venons de franchir par exemple ce soir les 92 000 adhérents en 50 jours. Quand j'étais chez les Républicains, avant même... Oui, avant même la primaire. Nous étions en gros à 60 000 adhérents. C'est quoi l'adhésion? C'est combien? Alors ça dépend des modèles entre couples, 20 ou 30 euros. D'accord. Faut le vouloir. Enfin, c'est un acte pour beaucoup de Français. Vous n'avez pas de problème d'argent?
il faut toujours que les Français se mobilisent. Mais oui, aujourd'hui, grâce au peuple français, à sa mobilisation, nous sommes en mesure de mener une campagne électorale. Une question encore oui. On entend beaucoup dire que, bon, vous n'allez peut-être pas vous qualifier pour le deuxième tour, ni même gagner, mais que vous prenez date pour l'avenir, et qu'en fait, cette recomposition des droites et cette union des droites, comme les droites, quelles qu'elles soient, sauf la droite orléaniste incarnée peut-être par M. Macron, pourrait se succéder à elle-même, et bien que c'est vous qui allez ramasser les décombres qui, après, joncheront... Moi, vous, c'est un vouvoiement. Je parle de Éric Zemmour. Ah oui. De votre mouvement. Éric Zemmour a posé un acte durable dans la vie politique française. Notre priorité, c'est l'élection présidentielle. Et vous allez voir une surprise incroyable, parce que je vous le dis et je vous le prédis, il sera au second tour face à Emmanuel Macron. Au-delà de cette élection présidentielle, nous y travaillons déjà. Nous allons devoir constituer une majorité présidentielle autour, oui, d'un concept nouveau. Vous savez, moi j'ai en gros 40 ans, un peu plus. C'est quoi ce concept nouveau ? Mais vous l'avez souvent évoqué dans vos articles, l'union des droites. C'est-à-dire que pour la première fois depuis 40 ans... Non mais attendez, vous pouvez... Citez-moi une personnalité candidate... Non, l'affaire, c'est autre chose. Ah ben, elle est en cours. Elle est en cours puisque jamais un candidat à l'élection présidentielle n'a eu des électeurs venant à égalité à ce point de la droite hors les murs et de la droite républicaine. Les personnalités le symbolisent, la dynamique est là. Et nous sommes en train de constituer cette majorité présidentielle pour permettre à Éric Zemmour de gouverner. Oui, pour la première fois, le cordon sanitaire, la frontière virtuelle entre les droites, c'est fini. La gauche minoritaire qui gouvernait en divisant les droites, c'est fini. La droite va reprendre le pouvoir, y compris idéologique et électoral. Et vous êtes certain, Marine Le Pen ne peut pas gagner cette présidentielle ? Je ne le pense pas. Je pense d'ailleurs qu'en 2012 et 2017, elle en avait l'opportunité, mais refusant par principe les électeurs, les républicains, elle ne le peut pas. C'est la grande différence avec Éric Zemmour qui, lui, accueille dans notre famille politique tous ses électeurs aujourd'hui orphelins. Merci beaucoup Yves Tréhard. Merci Guillaume Pelletier. Dans un instant, bien sûr, le débat sur l'immigration. Une question d'abord de politique internationale encore. Guillaume Pelletier, notre ambassadeur de France au Mali, est expulsé par la junte au pouvoir, qui voyait d'ailleurs d'un mauvais œil les opérations militaires. Que doit faire le gouvernement ? Est-ce qu'il doit changer de stratégie sur le terrain au Mali et au Sahel ? Alors, qu'il y ait sur le temps long, parce que ça ne se fait pas en un jour, et j'ai trop de respect pour nos armées et pour le sacrifice de ces hommes qui ont donné leur vie pour notre liberté et pour combattre ce terrorisme islamiste et djihadiste, il faudra probablement envisager un désengagement sur le temps long au Mali. Plus largement, nous prenons avec Éric Zemmour une autre politique africaine. Une politique africaine qui repose sur les contreparties. On ne peut pas aujourd'hui, je vous prends un chiffre, accorder... L'enjeu, c'est la lutte contre le terrorisme international. Mais j'ai répondu, il faut éradiquer le terrorisme partout. Voilà. Mais à l'étranger... On reste au Mali pour l'instant avec le dispositif Barkhane. C'est ça que vous dites pour l'instant. Mais ce serait intéressant, avec nos partenaires des Nations Unies, d'imaginer quand même que la France ne soit pas seule comme c'est le cas aujourd'hui. Mais je voulais d'abord vous présenter, c'est important de donner du temps à ce débat. Laure Darcos, merci beaucoup à vous d'être là, sénatrice LR de l'Essonne. Bonsoir Madame Genetet, vous êtes députée des Français de l'étranger, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous avez souhaité, en tout cas c'est un sujet évidemment qui est central pour Éric Zemmour, parler d'immigration. Je voudrais en préambule, si vous voulez bien, qu'on revienne sur une phrase qui a été prononcée par Éric Zemmour sur cette chaîne parlementaire, sur Public Sénat, la semaine dernière, dans l'émission Bonjour chez vous. Éric Zemmour revenait sur les délinquants et la nécessité de fermer les frontières. Ça va être notre sujet. Écoutez. Immigration, c'est la mère de toutes les batailles. C'est pour ça que nous avons une délinquance aussi explosive. C'est à cause de l'immigration. Donc si on arrête l'immigration... Avec une immigration zéro, il n'y aura plus de délinquance. Il y aura quasiment plus, oui. Ah, ça, j'en suis sûr. Bon. Deuxièmement... C'est-à-dire qu'il y a que des immigrés qui sont délinquants dans ce pays ? Oui. En tout cas, des immigrés ou des enfants d'immigrés. Il n'y a que des immigrés qui sont des délinquants ou des enfants d'immigrés ? Je vous pose la question. Juste, j'ai regardé l'émission, si on la poursuit de 30 secondes, il explique bien qu'évidemment pas 100%. Ce qui est certain... Non, mais là, il répond à la question. Non, mais il continue, il n'y a évidemment pas 100%. Ce qui est certain, et c'est notre conviction à tous, c'est que si demain, nous mettons fin à l'immigration, et nous mettrons fin à l'immigration, la délinquance en France s'effondrera. Oui. C'est qu'aujourd'hui, je vais vous donner quelques chiffres. Pour être clair avec votre pensée, la doctrine d'Éric Zemmour, est-ce que vous partagez cette phrase ? Est-ce que vous le diriez de la même façon qu'Éric Zemmour ? C'est pas la première fois. Tout à fait, avec l'ensemble de son raisonnement, il a bien dit, pas 100%, mais il y a, hélas, je vais vous donner deux chiffres.
3 chiffres, allez, si vous voulez même, que vous pourrez vérifier. 25% des détenus dans les prisons françaises sont des étrangers. 62% des mises en cause pour violences sexuelles en Île-de-France sont des étrangers. 67% des mises en cause pour les vols en France sont des étrangers. Il y a, hélas, c'est ainsi, une surreprésentation de l'immigration dans la délinquance. Et donc, il nous faut, pour lutter contre la délinquance, mettre fin à l'immigration. Et donc, contrôler les frontières. Comment mieux le faire? Laure Darcos, la parole est à vous et ensuite Madame Jeunetet. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités. Vous avez vous-même, en 2012, dit que l'immigration zéro était une illusion, donc votre candidat le prône en permanence. Je suis entièrement d'accord sur les condamnés étrangers. D'ailleurs, Valérie Pécresse veut remettre la double peine pour pouvoir les expulser plus facilement, et tous ceux qui, bien évidemment, troublent l'ordre public. Mais quand vous parlez, ou quand votre candidat parle de déchéance, notamment de la nationalité, des binationaux, parce qu'en fait, dans ce que vous mettez d'immigrés, même en prison ou ailleurs, il y a également des gens qui sont français. C'est totalement illusoire. Vous savez très bien, ça a été dit dans d'autres temps, mais des pays ne reprendront jamais des ressortissants qui n'ont jamais vécu sur leur territoire. Pour la plupart, ils sont français. Nous-mêmes, nous ne le ferions pas. Donc pour moi, c'est déjà totalement illusoire. La seule chose, c'est que dans tout ce que prône Éric Zemmour, ça reste finalement assez flou. Alors que nous, Valérie Pécresse a déjà sa révision constitutionnelle quasiment préparée. On votera tous les ans au Parlement des quotas de titres de séjour par pays et par métier pour réduire de moitié l'immigration et par 3 le regroupement familial. On va remettre en question tous les accords avec les pays migratoires pour que si jamais ils ne reprennent pas leurs immigrés clandestins avec leur laissez-passer consulaire, on ne redonnera pas de visa. Et on va également, bien évidemment, mettre en place ce qui est déjà à Roissy pour que toutes les personnes arrivant sur le territoire soient en rétention en moins de 15 jours, qu'on puisse régler leur situation, de savoir s'ils peuvent rentrer en France. Tous ces sujets me paraissent un tout petit peu plus construite que simplement de dire immigration zéro. Surtout qu'en plus, on est juste là pour dire on veut contrôler l'immigration clandestine, mais on veut aussi laisser la place, et je pense que c'est la grosse différence avec Éric Zemmour, on veut laisser bien évidemment sa chance à tous ceux qui veulent s'intégrer et s'assimiler, et il y en a beaucoup. Alors avant que vous répondiez, Madame Jeunetet, vous sur ce point. Moi j'étais plus sur un sujet d'influence. Cela dit, je peux parler d'immigration, je ne sais pas si l'influence venait après ou maintenant. On parle de l'immigration là. D'accord. Donc sur le sujet de l'immigration, là aussi, sur les frontières, je voudrais quand même que vous puissiez nous dire un petit peu, je voudrais comme souligner le fait que depuis 5 ans, il y a des choses qui ont été faites, que l'immigration n'est pas le sujet principal mis en avant par les Français, même si nous le savons dans certains quartiers, il y a des difficultés qu'il ne faut certainement pas occulter, qu'il y a d'abord également des difficultés sociales qu'il faut aussi savoir résoudre, auxquelles nous nous sommes attaqués depuis 5 ans, souligner que les éloignements ont augmenté quand même de 40%, ce quinquennat-là par rapport au quinquennat précédent. Donc tout ceci montre que les mesures sont là pour illustrer le fait que l'immigration doit être certainement choisie et non pas subie, sans qu'on aille une immigration zéro qui est totalement impossible. Il y a des métiers, et nous l'avons vu en ce moment, pour lesquels nous avons des carences, nous avons besoin de talents. Donc comment envisagez-vous de pouvoir répondre aux exigences, aux besoins que nous avons dans certains corps de métier? Dans ma campagne rurale où je suis également élue, je vois bien mon maçon, mon peintre, mon menuisier qui n'ont pas de talent, qui sont obligés de les recruter en dehors même de l'espace européen. Comment voulez-vous répondre aux besoins de nos PME et TPE qui ont des carnets de commandes pleins comme pas possible, comme jamais, pour pouvoir répondre à cette demande qu'ils ont, avec une immigration zéro? Je ne le comprends pas. Alors, il y a plein de questions dans la question, mais elles sont toutes très intéressantes, je vais essayer d'y répondre. D'abord, sur la question du travail, on a une différence, je respecte d'ailleurs votre position. Moi, je considère que les gouvernements successifs, sur la question de chômage, emploi, formation, ont géré la conséquence et pas la cause. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas de travailleurs français formés, puisque l'éducation nationale n'arrive plus à former, à adapter notre jeunesse aux métiers d'aujourd'hui et de demain, eh bien on fait venir des immigrés du bout du monde. C'est une erreur majeure. Nous, avec Éric Zemmour, notre priorité, c'est de permettre à la jeunesse française qui est ici, sur notre sol, à travers cette idée merveilleuse que l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit, de permettre à cette jeunesse française, à travers l'apprentissage, d'être formée aux métiers
que vous évoquez très légitimement, plutôt que de faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Donc c'est un changement radical. Nous avons en effet considérablement augmenté l'apprentissage. Nous avons 700 000 apprentis aujourd'hui. Oui, mais on sait très bien. Je ne dis pas que Emmanuel Macron a tout raté. Je ne dis pas aussi à Laure Darcos, que je connais bien, que rien n'a été fait pendant 40 ans. Je dis juste... C'est pour ça que j'ai fait ce choix d'Éric Zemmour, qui est un choix de conviction. C'est que sur la question de l'immigration, la classe politique de droite, de gauche ou d'Emmanuel Macron a tant promis et tant trahi. Et qu'au fond, aujourd'hui, nous sommes à des chiffres terribles. 280 000 étrangers qui rentrent chaque année sur le territoire national. 2 millions d'étrangers avec les clandestins qui sont rentrés sur le territoire national, rien que sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Les Français n'en peuvent plus. Et l'immigration, aujourd'hui, n'est plus une chance pour la France. 2 millions d'étrangers depuis le début du quinquennat. Elle a pu, dans le passé, présenter un certain nombre d'avantages et d'intérêts. Aujourd'hui, le chômage, la pauvreté, les violences, la délinquance, et puis la misère. C'est-à-dire que le rôle de n'importe quel être humain, et je parle moi en tant que comme public, comme vous, ce devrait être de permettre à, entre autres je pense à l'Afrique, aux Africains de pouvoir rester en Afrique. Alors là, il n'y a rien de plus beau au développement. Je voudrais que vous répondiez aussi sur l'interpellation de Laure Darcos qui vous dit vos propositions, elles sont floues. Oui, alors... Voilà. On ne sait pas exactement comment vous allez faire derrière les slogans. Alors elles sont très précises. D'ailleurs, j'invite Laure Darcos, mais qui l'a très bien fait pour Valérie Pécresse, à regarder. Moi, c'est des propositions de loi qu'on a travaillées tout au long de ces dernières années, qui sont prêtes à être mises en œuvre dès le mois de mai par Éric Zemmour. Ça ressemble d'ailleurs en certains points. Je vais vous dire la différence entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, selon moi. C'est que Valérie porte des idées plutôt courageuses en campagne, mais je ne crois absolument pas qu'elle aura le courage de les mettre en œuvre une fois aux responsabilités. Et c'est pour ça que j'ai choisi Éric Zemmour. C'est que souvent la droite... Pourquoi parce que Valérie Pécresse, je lui ai posé cette question quand je l'ai vue le 8 décembre d'ailleurs, dernier. On a passé un entretien d'1 heure tous les deux. Avant de franchir le Rubicon. Oui, je lui ai posé... je lui ai dit, tu as voté, ce qui était ton droit, Emmanuel Macron en 2017 ? Tu as quitté les Républicains parce que tu trouvais que Laurent Wauquiez et moi, nous étions pas trop à droite. Tu as annoncé à Éric Ciotti le soir de ton élection que tu voulais pas reprendre ses idées. C'est pas vrai. Vous savez que pendant 48 heures, en tout cas, il y a eu un flottement. Éric a dû la recevoir à Nice. Pas du tout. Donc, et quand je lui ai demandé, est-ce que tu me promets que tu ne te rallieras pas à Emmanuel Macron en 2022, je n'ai pas eu de réponse. Donc, en tout cas, ce sont mes doutes. Oui, et je sais qu'avec Éric Zemmour, sur la question de l'immigration, on ira au plus profond et au plus loin de ce que nous permet le droit et de ce qu'attendent les Français, parce que c'est un sujet central et douloureux. Écoutez, c'est votre choix. Moi, je vais vous dire ce que je regrette, c'est que dans tout, comme vous dites, il y a finalement peu de différences, peut-être sur le fond, beaucoup plus sur la forme et sur, à mon avis, l'efficacité des réformes. Et on a peut-être un aspect quand même plus humain, parce que voilà, le droit du sol, le remettre entièrement en question, il y a des choses qui me paraissent vraiment trop radicales. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous étiez quand même très proche, en effet, d'Éric Ciotti ou d'un Patrick Stefanini qui a fait aussi beaucoup de propositions, ou d'un Frédéric Péchenard. Vous avez autour de Valérie Pécresse, et Dieu sait si d'ailleurs les centristes reprochent à Valérie d'être en permanence tournée aussi vers sa droite. On est les seuls à pouvoir battre Emmanuel Macron. Vraiment, moi j'en suis persuadée. Vous m'avez d'ailleurs troublé tout à l'heure par votre passion, d'ailleurs heureusement, hein, il faut y croire pour le faire. Je pense qu'honnêtement, elle est la seule à pouvoir gagner. Et donc c'est quand même dommage, alors qu'on reprend en effet des idées qui vous sont chères, que vous ne soyez pas restés avec nous, parce que je pense qu'en effet, aujourd'hui, et je veux dire, je le dis d'autant plus sincèrement, qu'au départ, l'immigration n'est pas mon sujet, j'allais dire, de passion, et je suis beaucoup plus à me tourner vers les associations dans les banlieues difficiles, avec justement des immigrés qui ont envie de s'assimiler et de s'intégrer, à essayer de travailler avec eux. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en effet dans une période vraiment qui est absolument critique, où il faut absolument endiguer cette immigration incontrôlée. Avec des propositions à l'inverse, madame, réalistes. de ce que vous dites, c'est que je pense que dans le quinquennat, ça a été en effet quand même extrêmement abusif en fait, et on a eu quand même une hémorragie qu'on n'avait pas avant. Et honnêtement, il n'y a que Valérie Pécresse pour pouvoir les mettre en œuvre, et surtout pour gagner. Donc voilà, je le regrette que vous ne soyez pas avec nous, parce que je pense honnêtement, vous avez beaucoup d'amis qui sont restés avec nous et qui le préconisent. Mais vous viendrez avec nous le soir du premier tour pour battre Emmanuel Macron. Quelque chose de très simple. Pour répondre à vos deux objections. D'abord, bien sûr que j'ai des amis chez les Républicains. Éric Ciotti en fait partie, vous avez tout à fait raison. Mais je sais que Valérie Pécresse, qui fait le grand écart entre Éric Ciotti, désormais Jean-Christophe Lagarde, les centristes, la pression des centristes... Non, mais justement, je vais vous dire, ma conviction... Attendez, c'est très important comme sujet. La raison pour laquelle la droite a déçu pendant 40 ans,
c'est qu'après avoir mené des campagnes de droite, elle s'ouvrait à gauche et elle se soumettait à gauche. Pourquoi j'ai rejoint Éric Zemmour? Je sais qu'avec lui, c'est la droite avant, c'est la droite pendant et c'est la droite après. Et que nous ne serons pas soumis à la pression des centristes. Il faut que... Charles Pasqua avait une très belle formule, il disait « Il y en a marre, le RPR fournit les électeurs et l'UDF fournit les élus ». Et c'était tellement ça. Nous, on écoutera les électeurs. Avec Éric Zemmour, la droite ne sera pas trahie une fois au pouvoir. Mais les centristes, vous ne les avez pas toujours honnis, comme vous le dites. C'est des gens extrêmement bien qui apportent beaucoup aussi de qualité. C'est la droite et le centre rassemblés qui nous font gagner. C'est ce qui s'est passé. Toutes les droites unies, du Front National, les gens du Front National, les Républicains, les Indépendants, les Patriotes. C'est ça la promesse de victoire d'Éric Zemmour. Madame Gentet, vous vouliez aussi intervenir sur l'influence, effectivement, d'Éric Zemmour dans un cadre international. Je vous laisse développer. Et donc Sylvain Teston a écrit récemment que le nostalgique redoute que l'avenir soit moins supportable que l'instant présent, occupé à regretter le passé. Donc avec cette définition, nul doute que Éric Zemmour est un nostalgique qui propose donc une France qui est tout à fait fantasmée, repliée sur elle-même, repliée sur son passé, isolée du reste du monde, y compris de ses alliés traditionnels d'ailleurs, et qui se jette dans les bras de la Russie. La semaine dernière, Éric Zemmour, sur une émission C'est dans l'air, parlait de politique étrangère, et ce qu'il envoyait, j'ai été frappée par l'impréparation qu'il a exprimée. Il était très hésitant dans ses réponses, ce qui est tout de même très étonnant pour quelqu'un à qui on demande de se projeter dans les habits d'un président de la République. Et pourtant, François Hollande le disait dans son livre, 80% du temps d'un président de la République, ce sont des sujets internationaux. Et depuis 5 ans, on ne peut pas contester au président de la République le fait que la politique étrangère de la France, elle vise à renforcer nos valeurs d'indépendance, qui sont celles de non-alignement, de solidarité avec nos partenaires, de fidélité à nos alliés, d'être ferme avec tous les autres, qu'ils soient rivaux ou adversaires, et qui ne se veut plus jamais puissance d'équilibre, vous l'avez d'ailleurs souligné tout à l'heure. Alors, je voudrais simplement vous demander, monsieur Pelletier, dans cette présentation, cette vision que fait M. Zemmour, de cet isolement de la France, notamment sur la scène internationale, comment ce projet de M. Zemmour pourrait-il renforcer l'influence de la France et lui permettre de défendre ses intérêts dans le monde ? Ah oui, ce sera comme jamais. Moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai combattu Emmanuel Macron, c'est la soumission du président de la République actuelle, par exemple à la Commission de Bruxelles, à l'Union européenne, et son incapacité à refaire de la France cette puissance gaulliste. La vision d'Éric Zemmour, elle est très simple. Elle n'est pas du tout schématique ou chaotique, elle est très simple. C'est la vision du général de Gaulle. C'est-à-dire que la France fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, n'est pas une région de l'Europe ou du monde. La France est une nation. C'est un peuple souverain, c'est une histoire hors du commun. La France, c'est une puissance maritime. Alors, ce sont des incantations, extraordinaires. Vous êtes d'accord ? Là, on est au niveau des incantations. Emmanuel Macron, vous savez, c'est pas tellement mieux. Mais je lui dirais peut-être la même chose. On me demande quelle est la vision que porte Éric Zemmour sur le plan international. Sa vision, c'est la vision du général de Gaulle, c'est de dire la France est une puissance souveraine. D'abord, nous n'avons pas à obéir à la Commission de Bruxelles. Nous allons retrouver notre souveraineté. C'est déjà un changement radical entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Et deuxièmement, oui, là où Emmanuel Macron a démontré sa volonté de soumettre la France à travers l'OTAN, par exemple, aux États-Unis, nous considérons les Américains comme nos alliés, mais les Russes aussi comme nos amis. Nous allons redevenir alors, au Conseil de sécurité de l'ONU. Au Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur Zemmour, au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui. Eh bien, que fait-il ? Quelle voix porte-t-il ? Quelle image de la France va-t-il donner ? Ah bah celle du général de Gaulle, de Jacques Chirac, de Dominique de Villepin. Cette France qui a soumis le à courage Poutine et la capacité de dire non. La France est le grand pays universel qui est capable de dire non aux hégémonies du monde et d'être la porte-parole des nations libres. Et c'est ça le zémorisme. Le zémorisme international. Monsieur Pelletier, je vous invite à regarder cette vision du monde d'équilibre. Je vous invite à regarder que la France a maintenant un général qui est au sein du commandement intégré de l'OTAN, responsable des normes et de la transformation de l'OTAN, et que c'est ça précisément qui permet à la France d'être influente au sein de l'OTAN et auprès de sur l'OTAN et sur la Turquie. Regardez, quand une frégate française a été menacée par la Turquie, l'OTAN n'a pas bougé parce que les Américains sont aussi les alliés des Turcs. Donc l'indépendance de la France, la souveraineté de la France, c'est la colonne vertébrale de la vision d'Éric Zemmour pour notre pari au niveau international. Je voudrais que vous ayez un peu de temps pour revenir sur un sujet sensible aussi, sur lequel vous vouliez interpeller Guillaume Pelletier, c'est très différent. Oui, et en effet, comme vous dites, sensible, ça nous a tous émus. Ce qu'a dit votre candidat sur l'obsession de l'inclusion. Je sais qu'après, il est revenu, j'ai regardé attentivement les différentes vidéos qu'il a pu faire, les témoignages de certains parents qu'il a pu donner en disant, mais non, finalement, bien évidemment, pour certains qui sont légèrement handicapés... Moi, j'étais là pour la loi de 2005 de Jacques Chirac, qui a garanti à tous les enfants handicapés les mêmes droits. Comme le dit Valérie Pécresse,
ça n'est pas une obsession dangereuse, c'est au contraire une obligation pour nous de leur donner cette accessibilité. Là où il n'a pas tout à fait tort, c'est que ça n'exonère pas le gouvernement d'ouvrir beaucoup plus de places en instituts médico-éducatifs quand ils en ont besoin. Et donc, la seule chose, c'est que là où j'étais profondément choquée, c'est quand il a osé dire que ça pouvait troubler les autres enfants dans une classe. C'est mal connaître ce qui se passe dans une classe avec un enfant atteint du handicap. Juste pour finir là-dessus, c'est en général un miracle. Ils forment une sorte de cohésion et de solidarité avec les autres enfants. Ils apportent autant que les enfants peuvent leur apporter en termes d'autonomie et de sociabilisation. Et donc, honnêtement, continuer l'inclusion est vraiment, à mon avis, et ça n'est pas que le gouvernement d'Emmanuel Macron d'avoir fait, qui vraiment nous me touche. Voilà. Totalement d'accord avec Laure. Moi, c'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup. J'étais à côté d'Éric Zemmour à quelques centimètres. Vous avez voté toutes les lois d'Aurélien Pradier et autres quand vous étiez je vais vous dire député, pourquoi. Et pourquoi j'ai apprécié particulièrement l'ensemble de son propos. C'était une table ronde avec des instituteurs, des institutrices qui étaient aussi confrontés à la question de l'inclusion handicap et qui nous disaient il y a plein de cas où l'inclusion est merveilleuse, magnifique, et c'est un miracle, et vous avez totalement raison. Et ça doit être la règle ? Attendez. Et d'autres cas où, hélas, parce qu'on a fermé, Laure Dacos vient de le préciser très légitimement, puisque les gouvernements, surtout les récents, ont fermé des places dans les centres spécialisés, parfois ça ne marche pas. Et donc, Éric Zemmour a voulu dire, et je crois que ça a été utile pour ouvrir ce débat pour toutes les familles touchées par le handicap, c'est de dire, il faut du cas par cas. Quand c'est possible, quand c'est heureux, quand c'est merveilleux, bien sûr que c'est la solution idéale qu'on partage tous. Mais que dans d'autres cas, je vois dans ma circonscription Loir-et-Cher, je pense que vous avez été confronté aussi à ça, j'ai reçu peut-être une quinzaine de familles. Imaginez, c'est très concret. Bien ce que vous voulez dire. Familles qui nous disaient... Est-ce qu'aujourd'hui... C'était l'école classique, ça ne marche pas, je n'ai plus de place dans le Loir-et-Cher, je dois louer un camping-car le dimanche soir pour emmener mon enfant en Belgique, dans un centre spécialisé. C'est ça qui n'est pas acceptable. Cette égalité des droits pour les enfants handicapés, nos enfants handicapés, oui, mille fois oui, à la condition qu'on fasse du cas par cas, de manière très subtile et humaine. Monsieur Pelletier, la seule chose qui a été très mal interprétée par beaucoup d'associations et beaucoup de parents et beaucoup d'élus, c'est que moi-même, j'en ai l'humilité, on ne peut pas parler au nom des parents. Et donc, en effet, comme vous dites, c'est du cas par cas, c'est quand même aux parents d'essayer de comprendre ce qui ira le mieux avec les MDPH, qui ira mieux pour leur enfant. Et dans la grande majorité des cas, ils ont l'impression, en effet, qu'ils ont droit à cette scolarité presque normale. Et on fera tout pour que les AVS et les auxiliaires avec de vie scolaire puissent avoir un statut. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Avec une formation. Oui, enfin, avec une rémunération qui est dérisoire par rapport à leur travail et leur engagement. Et je pense qu'il faudra qu'il y en ait un par enfant. Donc, c'est simplement l'interprétation qui a été faite, qu'ils choisissent d'une certaine manière ceux qui allaient être en école dite normale et d'autres en centre spécialisé. Je suis persuadé que sur cette future loi d'équilibre du cas par cas et très humaine, on se retrouvera, j'en suis persuadé. Dernier mot, John Thèse. Je voulais juste rappeler que l'inclusion, il faut en effet avoir des unités plus spécialisées, mais vous avez évoqué le fait de partir en Belgique. Je crois que le problème est beaucoup plus vaste. Il s'agit notamment des enfants qui souffrent de troubles autistiques, pour lesquels le diagnostic de l'autisme a posé de grandes difficultés en France et est en cours de résolution. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été face à Guillaume Pelletier. On a pris un peu de temps. Je voudrais m'excuser auprès de Vincent Roux qui voulait vous interroger sur un autre sujet très sensible. C'est la prise en charge des personnes âgées après le scandale, entre guillemets, révélé la semaine dernière dans certaines maisons Orpea. D'ailleurs, un des responsables d'Orpea viendra s'expliquer devant l'Assemblée nationale précisément mercredi. Il verra Madame Bourguignon demain. Ce sera l'occasion de vous recevoir une autre fois pour parler de ce sujet qui n'est pas très présent dans votre programme. Vous parlez pas de dépendance. Bien sûr que si, il y a toute une partie. Écoutez, je peux vous dire, nous ce qu'on privilégie, c'est deux choses. C'est tout faire pour le maintien à domicile et ensuite des moyens supplémentaires à travers le 5e risque, une assurance mutuelle obligatoire pour financer nos EHPAD qui sont globalement gérés par des gens extraordinaires et des soignants remarquables, mais qu'il nous faut accompagner, beaucoup plus aider. Merci encore, toutes nos excuses Vincent Roux du Figaro Live. Merci mesdames, merci Guillaume Pelletier d'avoir été notre invité pendant 1 heure. On se retrouve la semaine prochaine. C'est bien le débat, vous voyez. Lundi, 19h30, dans Audition publique. Bonne soirée à tous sur la chaîne parlementaire.